fil de cette édition, nous découvrirons que 3 des 10 stations inutilisées du métro parisien vont bientôt servir à toute autre chose. Mais à quoi? C'est le projet de réinventer Paris. À Antibes, un calendrier de la mémoire d'un quartier est né de l'envie de quelques citoyens qui voulaient savoir à quoi il ressemblait dans le passé. Pour commencer, voici un breuvage aussi sain que sage. C'est un vin sans fermentation, donc sans alcool. Il est produit dans la région de Béziers et non, ce n'est pas du simple jus de raisin. Le petit béret, un muscat plutôt doux, pour commencer. À 74 ans, Claude s'apprête à faire une découverte culinaire un peu particulière, le vin sans alcool. Elle est sous le charme. C'est parfait, il est parfait ce vin. Il est bon, très très bon, très fruité et sans trop de sucre. J'adhère moi. Ce restaurant est un des premiers à avoir ajouté le vin sans alcool à sa carte l'an dernier. Pour le chef cuisinier, cette boisson apporte une vraie valeur ajoutée à la saveur de ses plats. Ça égaye les papilles et ça ne nuit pas après à un repas. Si on prend un soda, n'importe lequel, on a l'agressivité, on a le sucre, on a le... Enfin, là on se sent bien. J'ai jamais goûté autre chose qui était aussi ressemblant à notre vin international. Ouais. C'est cet homme qui est à l'origine de ce projet un peu fou en 2012. Commence alors 4 ans de recherche et de tests, avant une première commercialisation l'an dernier. Nous, on n'est pas un vin et on se revendique comme une boisson et non pas un vin. Ça, c'est très important. Mais l'idée, c'est de retrouver des qualités aromatiques et des profils de cépage et des caractéristiques qu'on ne retrouve pas forcément dans les boissons quotidiennes, comme les notions d'astringence ou d'onctuosité. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une boisson qui soit atypique et qui permette à des personnes qui aiment tous les produits issus de la vigne d'y retrouver quelque chose de positif. Après 5 ans dans le rouge, son activité est pour la première fois à l'équilibre budgétaire. Et ce n'est qu'un début. En 2018, Fatih Beni veut s'ouvrir à l'international. 130 000 tonnes d'huîtres ont été commercialisées en 2017. Vous en avez sans doute vous-même dégusté quelques douzaines ces dernières semaines. Mais vous êtes-vous demandé ce que deviennent les millions de coquilles que nous jetons sans y penser lors des fêtes et tout le reste de l'année? Eh bien, sachez que comme de nombreux restes de nos agapes, elles peuvent être recyclées. Passé le plaisir gustatif, on peut et on doit recycler les coquilles d'huîtres. Si ici, dans la communauté de communes des Herbiers, ça fonctionne plutôt bien depuis 2012, dans certaines communes de la région, des points de collecte sont également installés jusqu'à la mi-janvier. S'il n'y en a pas, il suffit de les déposer dans les déchetteries. Dans les campagnes, broyées et mélangées à la terre, elles deviendront un parfait engrais agricole. Données aux poules, un excellent complément alimentaire. Dans l'industrie, elles seront utilisées dans la fabrication de produits cosmétiques. Comme il s'agit d'une matière organique, solide et vivante, les industriels l'utilisent de plus en plus dans la fabrication de jardinières. Les travaux publics s'y intéressent pour le revêtement des routes. À noter qu'à long terme, toutes les coquilles issues de la pêche devraient subir ce même traitement. C'est la période des calendriers, celui des pompiers, du facteur, des clubs de sport. À Antibes, quelques amoureux de leur quartier en ont réalisé à partir des photos anciennes de leur environnement quotidien. Et en plus, le lien social s'en trouve raffermi. Regardez ça. J'étais baptisé le 3 janvier là-dedans. Alors quand je passe, il y a... 82 ans après, l'émotion de Marcel Serrato est intacte. C'est l'un des piliers de ce quartier antibois. Il était donc évident qu'il figure dans le premier calendrier consacré au passé de La Fontonne. Et vous voyez ce petit bonhomme qui est ici, là, eh bien, c'est moi. C'est moi que je fais les courses. Et nous sommes en 1944, en pleine guerre. Et voilà. C'est émouvant. Et puis, j'ai le plaisir de voir qu'il y a des jeunes comme Luc Peffot s'investir. Luc qui a eu l'idée de cette éphéméride. Une initiative non préméditée. À l'origine, cet enfant du quartier voulait juste retrouver un peu de sa jeunesse. Le but, c'était de retrouver des copains d'école. Et de là est parti le groupe Mémoire de La Fontonne. On a posté des photos d'école. De là, on a commencé à chercher un petit peu des photos du quartier. C'est là que Marcel intervient, à savoir que c'est lui qui m'a ouvert le premier carton d'archives, qui nous a donné envie vraiment de pousser un peu plus les recherches. Alors, Joséphine, elle doit être derrière le comptoir. Luc Peffot a maintenant en sa possession des centaines de clichés, la preuve chez Joséphine. Dans cette épicerie, lieu de vente du calendrier, véritable cœur du quartier, s'étale en effet partout sur les murs l'histoire des autochtones. Si je joue des maracas. Vous êtes du quartier, vous ?
Juste au-dessus, en face de l'hôpital là-haut. Depuis combien de générations? 7. Un bel exercice de mémoire donc, au franc succès. On pensait ne pas vendre tout, donc on a fait un seul tirage, mais il y avait quand même 100 calendriers, donc c'était pas mal. Et si une réédition n'est qu'envisagée, il y aura assurément un calendrier 2019. Saviez-vous, pour terminer, que le réseau du métro parisien compte une dizaine de stations inutilisées, dont 2 n'ont même jamais servi? Croix-Rouge, Saint-Martin et Champ de Mars. 3 de ces stations fantômes vont être réhabilitées et servir à autre chose. À quoi? Voici quelques réponses. L'image est saisissante. Un bassin aux dimensions olympiques sur un quai de métro. C'est un des nombreux projets renversants rêvés par ce jeune architecte. Sur ce projet-là, on a souhaité vraiment bouleverser l'imaginaire des Parisiens en leur permettant de plonger dans le métro parisien. Imaginé en 2014 pour Nathalie Kosciusko-Morizet, ces visuels n'ont pas survécu à sa campagne électorale. Mais l'idée de réinventer les stations abandonnées, elle, est restée pour 3 d'entre elles. Des stations fantômes et un couloir, des vestiges datant de la création du métropolitain. Les souterrains du métro, ça nourrit beaucoup de fantasmes. Alors, les stations désaffectées, encore plus. Il y a beaucoup de contraintes. Nous, on n'a pas trouvé les idées, mais peut-être qu'en le livrant à d'autres, ils vont le prendre d'une autre manière et ils vont amener des choses très intéressantes. Les autres, ce sont des architectes candidats de réinventer Paris. Après la saison 1 en surface, voici la seconde, sous terre. Réutiliser des espaces abandonnés, la RATP le fait déjà pour ses propres besoins, comme ici. Cet ancien terminus à côté de la gare du Nord était à l'abandon depuis 1942. Aujourd'hui, l'illusion est presque parfaite. Impeccable. Donc tu peux tractionner un petit peu plus vite. Ce vrai faux quai sert à l'entraînement des machinistes depuis 1970. L'avantage d'avoir un dispositif comme celui-ci, c'est l'immersion. L'immersion, elle est immédiate et totale. Dans un seul but. Au métro, sur la partie transport, notre maître mot, c'est la sécurité ferroviaire. Et nous formons, toutes nos formations sont articulées autour de cette idée maîtresse. Porte-maillot. Les fantômes des derniers voyageurs remontent au détour d'une affiche des années 30. La ligne 1 s'est depuis automatisée. Ces spécialistes des dépannages rapides en apprécient l'atmosphère. Donc avant c'était un lieu du terminus, donc de la ligne 1, dans les années 1900. Donc en 1937 il y a eu un prolongement, donc cette station c'est vrai qui était devenue un peu station fantôme. Entre faux semblants et véritables besoins, le décor de ces stations nous promet encore de belles surprises.